Alors messieurs, déjà avoir EDF et Engie ensemble sur une dernière table ronde ce matin. Merci de participer à cette matinée. On va commencer avec Benoît Galland. Un plan, comment la transition énergétique est déclinée. Alors au niveau national et en très peu de temps, ça va être compliqué. Mais comment est-elle déclinée peut-être au niveau sur le territoire par le groupe EDF? La déclinaison de la transition énergétique, qu'elle soit au niveau national ou au niveau du territoire, est à peu près la même. Elle repose sur les mêmes piliers. Tout à fait. La seule chose, c'est que parfois, nous sommes confrontés à certaines spécificités des territoires dont il faut en tenir compte. Mais je dirais que, notamment à travers la loi de transition énergétique qui a été votée cet été, le groupe EDF, notamment à travers l'impact au niveau de la production d'électricité, et comme ça a été rappelé par différents intervenants ce matin, la réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique est un élément au niveau de l'entreprise très très important. Puisque c'est vrai, on n'est pas sans savoir que c'est une entreprise qui avait fait le pari de, comment dirais-je, de la production d'électricité sur le nucléaire, qu'on est sur des horizons de temps en matière de production et des montants d'investissement qui sont très très élevés. Donc ce sont des décisions et des virages qu'il faut prendre et qui vont prendre un certain temps, même si la loi de transition énergétique nous donne ce temps, mais dont il va falloir tenir compte. Il faut quand même noter que aujourd'hui, l'entreprise EDF en matière de production est la première entreprise en matière de production d'énergie renouvelable, à travers des parcs éoliens, à travers de la géothermie via certaines de ses filiales. Donc on a déjà, comment dirais-je, pris le pli. Et c'est vrai que dans le cadre de cette transition énergétique, je me place toujours au niveau de la production. Nous allons tout faire pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont assignés par la loi, cette réduction du nucléaire, et puis aussi ce développement des énergies renouvelables. Et j'en profiterai pour répondre à une question qui a été posée. Le fait qu'on développe les énergies renouvelables va faire que cela va permettre de pouvoir, dans le temps, baisser le coût de ces énergies et donc de les rendre de plus en plus efficaces économiquement, alors qu'aujourd'hui, en effet, elles ont encore un coût qui est supérieur aux énergies de production dites classiques. Donc ça, c'est un élément très important à prendre en considération. L'éolien, dans certains cas, aujourd'hui, a baissé ses coûts de façon très importante et intéressante. Ce qui veut dire que sur certaines énergies renouvelables dans le futur, on peut être optimiste. Sur d'autres, et notamment je pense aux énergies renouvelables liées aux marées, liées aux forces motrices, il ne faut pas perdre de vue que ça engendre des investissements qui sont assez importants et qu'il faudra en tenir compte dans le coût global de l'électricité. La transition énergétique doit aussi avoir ce côté vertueux de maîtrise des coûts, voire de réduction des coûts, pour que justement le tissu industriel, et là on revient sur le tissu industriel local, puisse être performant par rapport à d'autres endroits en Europe, voire dans le monde. Vous avez parlé de temps, effectivement, c'est une notion essentielle. Le temps long, on est bien obligé de laisser le temps à l'installation de tous ces nouveaux outils. Tout à fait, tout à fait. Pour illustrer votre réflexion, entre le moment où on pose alors je mets de côté le PR, mais entre le moment où on pose la première pierre de construction d'une centrale nucléaire et le moment où le premier kilowattheure sort, aujourd'hui on est sur un horizon de temps de 10 ans. Ça veut donc dire qu'il faut réfléchir à des investissements qu'on va faire dans un certain temps, qui vont prendre un certain temps. Et aujourd'hui, avec l'évolution technologique et technique très rapide, on s'aperçoit qu'il faut être capable de pouvoir anticiper ou tout du moins de pouvoir s'adapter. Alors un petit mot, sans forcément dévoiler une des tables rondes de cet après-midi, un petit mot sur les smart grids. Vous êtes un acteur évidemment incontournable sur ce thème-là.
nous souhaitons être un acteur incontournable, mais comme d'autres entreprises, comme d'autres fournisseurs d'énergie comme Engie, nous souhaitons participer à la réflexion justement des smart grids. Ce mot où on met beaucoup de choses que l'on qualifierait en traduction française de réseau intelligent. La finalité du smart grid, c'est quand même de s'adresser aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers, afin qu'ils puissent organiser, maîtriser leur consommation énergétique, mais pas que. On s'aperçoit que le smart grid, et notamment qui peut être matérialisé par l'installation du compteur Linky qui va être fait chez les particuliers, va permettre, à travers son développement, de pouvoir maîtriser beaucoup d'éléments de la vie quotidienne, avec là encore une finalité d'optimisation de sa consommation d'électricité. Donc là, on est dans le cadre du développement durable, mais il ne faut pas perdre de vue ce lien entre cette notion de transition énergétique et ce volet économique lié à la transition énergétique, qui fait que derrière, on va consommer mieux en consommant moins et donc moins cher, normalement. Ludovic Mouly, donc vous êtes directeur des collectivités publiques chez Engie. Vous, au sein du groupe Engie, il y a un mantra, les 3D. Je vais vous laisser d'ailleurs les détailler. Oui, on voit les choses en 3D chez Engie. Ouais. Tout d'abord, je voulais remercier d'abord le président Martinez de l'invitation, de l'initiative, les féliciter de cette initiative et les encourager, parce que sans doute que l'agir local, cette petite somme de l'ensemble des agirs locaux, sera à un moment donné une somme supérieure au tout. Et c'est Edgar Morin qui disait ça dans son bassin complexe. Et je pense que vraiment dans le monde de l'énergie, de la transition énergétique, on est à cette dimension-là. Il faut sans doute penser global. Et il y a beaucoup d'espérance pèse sur la COP21, mais l'opérationnalité de tout ça, c'est bien les territoires, c'est bien les initiatives innovantes, c'est bien les start-up, c'est bien tous ces gens qui se mobilisent. Et on a une grande chance en France, un avantage compétitif très important dans ce domaine-là. Vous disiez tout à l'heure, c'est rare de réunir EDF et Engie. Non, c'est pas rare. Non, c'est pas rare, c'est sympathique. Historiquement, on a été côte à côte pendant de nombreuses années. On agit sur des domaines qui se superposent à des endroits, qui se complètent à d'autres. Et une des richesses de la France, c'est justement ça, d'avoir à la fois tout ce que je viens de citer dans le micro, et ça n'a rien de dévalorisant, et dans le macro, d'avoir parmi les très grands leaders de l'énergie au monde. EDF est un très grand leader de l'énergie au monde. Total est un très grand leader de l'énergie au monde. Je ne citerai pas Areva, Alstom, Engie, bien sûr. Vous avez là la capacité de recherche, la capacité de financement, les compétences, les nouvelles technologies déployées par ces grandes entreprises, sans doute parmi les plus compétitives au monde. Ça, c'est une vraie force. Pour aborder, donc je reviens à notre 3D, non pas sans doute de mon point de vue ce qui est une transition énergétique, mais ce qui est une véritable révolution énergétique. On vit une révolution de nos métiers aujourd'hui. Et alors on a un peu, on a trouvé un slogan, les 3D. Pour ça, c'est sans doute un peu réducteur, mais assez bien illustratif du contexte. Il y a un premier D qui a été très largement évoqué ce matin, c'est la décentralisation. Il y a vraiment une décentralisation de la question de l'énergie partout dans le monde et en France. D'abord, il y a une décentralisation des objets. Vous parliez d'une centrale nucléaire. Entre une centrale nucléaire et un panneau photovoltaïque, il y a un facteur 1 million. Une centrale nucléaire, c'est un temps long. Un panneau photovoltaïque, vous posez ça, je caricature un peu, dans l'après-midi sur votre toit et le lendemain vous avez votre eau chaude sanitaire qui est faite à partir d'énergie renouvelable. Tout ça pour dire qu'il y a et donc cette décentralisation des objets implique aussi une décentralisation des lieux de pouvoir, des lieux de gouvernance de la question de l'énergie. Une centrale, qu'elle soit nucléaire, thermique, un gros objet de production nécessite une politique globale, sans doute européenne, de l'énergie, une gouvernance centralisée. Dans les territoires, on peut aussi agir. Et le débat, c'est aussi vraiment décentralisé. Les gens sont devenus beaucoup plus avertis. Le débat citoyen et politique est arrivé sur la question de l'énergie au niveau des territoires. Il y a une quinzaine d'années,
dans vos campagnes électorales, Monsieur Martinet, je ne pense pas que l'énergie était vraiment une question centrale, était vraiment un marqueur politique fort de votre démarche. Aujourd'hui, vous l'avez démontré aujourd'hui, les deux présidents d'ailleurs l'ont dit, c'est vraiment un marqueur très fort du débat citoyen qui se trouve dans les territoires. Il y avait une remarque tout à l'heure sur l'implantation d'une éolienne, donc toutes les questions d'acceptabilité, de débat citoyen, de débat avec les riverains, avec les populations locales. Ça s'est vraiment décentralisé à tout point de vue. Quand on a fait le grand plan de déploiement des centrales il y a plusieurs dizaines d'années en France, le débat citoyen, le débat local a eu moins de part dans la décision. Donc ce dé de décentralisation, il se décline partout, dans les objets, dans le débat, dans la capacité d'innovation, dans l'action réelle sur la transition énergétique. Il y a un dé fondamental qui est le dé de décarbonisation. Là, il y a vraiment un enjeu qui est très important, et je crois qu'aujourd'hui, il y a un élément nouveau dans le dé de décarbonisation, c'est que les grands acteurs comme nous, globalement le monde des énergéticiens, l'énergie, on en parle beaucoup, on parle beaucoup d'énergie propre, c'est aussi une industrie qui produit énormément de gaz à effet de serre. Tout à l'heure, on parlait des usages digitaux, ils sont très consommateurs d'énergie. La consommation d'énergie, on envisage qu'elle triple d'ici 2040 dans le monde. Et donc, il y a une vraie exigence de décarbonisation. J'ai bien aimé l'exercice de prospective qui me semblait très optimiste. C'est bien heureux, il faut l'être. Si on regarde les choses sans doute de façon un peu plus optimiste, et en tout cas les courbes qui sont observées aujourd'hui en termes de climat, le bulletin météo de 2050, il est effrayant. Le climat parisien, c'est le climat quasiment du nord de l'Espagne. Ça veut dire que tout le biotope se transforme. Ça veut dire que toute l'économie agricole doit se transformer. Et aujourd'hui, on souhaite atteindre une limitation des températures à 2 degrés, température moyenne. Quand on vient d'observer les 3 dernières décennies les plus chaudes depuis 1400 ans sur la planète, et qu'on vient d'apprendre encore aujourd'hui qu'on a eu le mois d'août le plus chaud depuis le relevé des températures. Et la courbe tend plus vers les 4. Donc il faut être optimiste, mais il faut agir véritablement. Et la décarbonisation, c'est un enjeu immédiat et impératif pour tous, pour tout simplement continuer à vivre et respirer tant sur ce territoire-là que partout sur la planète. Et un élément très important, c'est le changement de perspective de l'ensemble du monde entrepreneurial, et notamment des énergéticiens sur cette question-là, qui a vraiment pris conscience de la problématique et qui est très moteur vis-à-vis des autorités publiques et politiques pour dire il nous faut absolument un accord, il nous faut une contrainte carbone, il nous faut un prix du carbone pour accompagner la décarbonisation de l'énergie. Quand bien même vous avez en France des entreprises qui sont plutôt mobilisées là-dessus, pour produire de la façon la plus économique et la plus efficace et la plus compétitive possible de l'énergie aujourd'hui, le meilleur choix, c'est les énergies fossiles, c'est le charbon, vous l'avez dit tout à l'heure en Allemagne. Notamment. Donc il faut une incitation économique forte, et donc un prix du carbone, pour arriver à atteindre l'objectif de ce deuxième D, qui est la décarbonisation. Le troisième D, il en contient tout le reste, c'est, je l'ai cité un peu tout à l'heure, c'est la digitalisation, tous les outils digitaux. Vous interrogiez mon confrère sur les smart grids. Tout ce que nous permettent aujourd'hui les technologies digitales ont vocation à accompagner, à anticiper, à trouver de nouveaux usages, à nous permettre d'innover pour rendre nos réseaux plus efficaces, beaucoup plus efficients, beaucoup plus interconnectés, beaucoup plus mesurés, connaître l'information déjà, pour, dans le dé de décentralisation, permettre à l'usager de devenir acteur. Il est capable, aujourd'hui, quelqu'un citait tout à l'heure Rifkin,
potentiellement demain d'être producteur, vendeur, gestionnaire de sa consommation d'énergie. Donc tout ça, c'est vraiment, ça peut être un des très accélérateurs, accompagnateurs en termes de technologie, mais aussi, et sans doute surtout aujourd'hui, d'usage qui accompagnent les deux autres. Voilà nos histoires en 3D. Voilà les 3D pour résumer. On va allumer dans la salle et on va essayer de prendre une question. Est-ce qu'il y a des questions ici? Monsieur Martinez, alors un micro s'il vous plaît pour le premier rang. Oui, voilà. Oui, simplement, j'ai deux questions en fait. Il y en a une qui s'adresse un peu à nos deux interlocuteurs et une un peu plus sur EDF qui concerne effectivement notre territoire. Mais je crois que M. Galland doit se douter de quoi je veux parler. Simplement, il y a un mot qui revient pas trop ce matin dans les débats et qui me semble important. Il a été plus ou moins évoqué tout à l'heure, à l'instant, c'est celui de stockage. Parce qu'on parle des énergies renouvelables, qui butent naturellement sur un phénomène depuis des années de stockage de l'énergie, qui semblerait, je parle encore conditionnel, peut-être remis en cause ce blocage dans la mesure où effectivement certains annoncent ça et là que voilà, la révolution est partie, etc. Donc c'est quand même un élément important tant dans la stratégie des deux géants qui sont présents là devant nous que dans celle de l'État et des collectivités territoriales, parce que si on oublie ce qui risque de se passer comme révolution technologique dans 4-5 ans dans nos stratégies, on tape vraiment à côté. Donc je voulais vous entendre effectivement sur le sujet du stockage de l'énergie renouvelable, bien sûr, et des incidences, bien sûr, sur le quotidien et des entreprises et des ménages. Et naturellement, donc ça vous concerne plus, Monsieur Galland, sur l'avenir du site de Porcheville, qui, comme on le sait, doit annoncer dans les 8-7 ans, on ne sait pas trop un peu sa fermeture. Mais pour en faire quoi? C'est la vraie question de tous les élus du territoire. Je ne vous demande pas une réponse précise aujourd'hui, ça va de soi, mais plutôt une orientation, parce que c'est quand même un site majeur, tant industriel, énergétique, que j'allais dire presque en termes d'urbanisme et de marqueur sur le territoire, puisque ces deux cheminées sont presque le symbole de la Camille, entre guillemets. Donc voilà, dans l'ordre que vous voulez pour les réponses. On va peut-être démarrer par le stockage. Et peut-être Monsieur Mouly sur le stockage, et après on finira et sur le stockage et sur la centrale de Porcheville. Alors moi-même, n'étant pas ingénieur, je ne vais pas vous faire l'état de l'art sur la question du stockage. Mais par contre, effectivement, c'est une vraie problématique et sur laquelle il y a énormément de recherches et de développement qui sont en cours. Alors on parle beaucoup de l'hydrogène. Nous avons une expérimentation à Dunkerque qui permet de récupérer des surcapacités d'énergie renouvelable, parce que l'énergie renouvelable a énormément de qualité, notamment dans la décarbonisation, et elles ont été évoquées ce matin. Elles ont quelques inconvénients, c'est que pour l'éolien et le solaire, elles sont intermittentes. Donc on est potentiellement en risque à des moments, si on imagine un paysage entièrement renouvelable, et en surcapacité à des moments. On parlait du coût tout à l'heure, c'est aussi ce qui permet, ce qui surprend aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois un coût pour le consommateur qui augmente et à la fois des coûts zéro ou en dessous en marché de gros à certains moments. Et effectivement, tout ça, la digitalisation, les smart grids et les effets de stockage sont les solutions vers lesquelles il faut travailler. Pour ce qui concerne l'électricité, l'hydrogène est une vraie solution, l'hydrogène, la pile à combustible. Beaucoup de nos confrères et nous-mêmes faisons soit des expérimentations, je prends Grid à Dunkerque, le principe c'est l'électricité en surcapacité, elle se transforme en hydrogène, on ferait de l'ithane qu'on injecte, qui a les mêmes propriétés que le méthane, qu'on injecte dans des proportions que saurait sans doute vous donner mon collègue de GRDF tout à l'heure, mais pas moi, qui permet à la fois de chauffer un réseau, d'alimenter un réseau de chaleur et des bus à gaz. Donc ces questions de stockage sont vraiment fondamentales. Il y a des questions de stockage que vous travaillez sur les batteries de véhicules, les batteries décentralisées, tous les de Air Liquide à EDF en passant par Engie, tout le monde est mobilisé là-dessus parce qu'effectivement, ça serait un vrai marqueur de déblocage de la situation pour la gestion des événements. Benoît Galland, sur le stockage, un complément peut-être? Non, c'est sûr qu'aujourd'hui, imaginer qu'on peut stocker en grande quantité de l'énergie,
à un coût raisonnable, c'est encore utopique. Aujourd'hui, les R&D des grandes entreprises qui ont été citées par mon confrère, en effet, travaillent dans cette direction, mais les potentialités et les puissances qui peuvent être stockées sont très très marginales par rapport aux besoins. On est plutôt, pour remédier à cela, à jouer parfois sur l'inertie de certains process que l'on va faire, par exemple, des groupes froids que l'on va faire tourner la nuit dans des hôtels, dans des immeubles tertiaires, par exemple à la Défense, et jouer sur l'inertie du froid qui, lui, va, comment dirais-je, alimenter les bureaux dans la journée, en prenant aussi en considération que la tarification du coût de l'électricité n'est pas la même en fonction des heures de la journée. Donc il y a aussi pour rechercher une optimisation. Mais c'est vrai que le stockage, ça peut être le remède contre les énergies renouvelables qui sont intermittentes. Mais je pense qu'on a encore quelques années devant nous, malheureusement, pour pouvoir avoir des stockages de volume très très importants, même si de nombreuses expériences sont en place, à un coût économique abordable. Pour le moment, on y est encore assez loin. Alors, Monsieur Galland, du coup, vous êtes attendu sur une autre question de Paul Martinez, la question de la centrale de Porcheville. Je comprends tout à fait les interrogations concernant la centrale de Porcheville. Je suis complètement d'accord avec vous qu'aujourd'hui, la centrale de Porcheville, c'est aussi un monument historique quelque part. Vous avez parlé de marqueurs, mais j'irai même un petit peu plus loin. C'est vrai que c'est une centrale qui, notamment l'hiver dernier, n'a quasiment pas tourné. Les seules heures où elle a tourné, c'était pour vérifier qu'elle fonctionne bien quand on en a besoin. C'est une centrale qu'on sollicite rarement. Pourquoi? Parce qu'elle tourne au fioul. On la sollicite l'hiver quand il fait froid et les périodes de pointe, c'est-à-dire ça va être en semaine entre 19h et 21h. Et quand l'hiver est froid, c'est-à-dire quand les températures à ce moment-là sont autour de -5, -6, hein, ce qui n'a pas été le cas souvent, comment dirais-je, cet hiver. Au niveau de l'entreprise, avant de faire fonctionner ces unités de production, on va faire fonctionner des unités de production bas carbone, hein, voire parfois on va acheter sur le marché de l'électricité des blocs d'électricité afin qu'on n'ait pas besoin de solliciter la centrale pour des raisons environnementales. Par contre, le devenir de Porcheville, c'est vrai qu'aujourd'hui, personne dans l'entreprise ne peut vous donner de façon sûre et certaine son devenir. Sauf qu'il y a certains éléments que l'on a qui sont, comme vous l'avez cité, la consommation d'électricité, même en région parisienne, même s'il y a un objectif de diminution de 50%, dans un premier temps, la consommation d'électricité aura plutôt tendance à monter. Certes, depuis 3-4 ans, notamment avec la crise économique, elle augmente moins que prévu, mais aujourd'hui, nous sommes sur des tendances de 1-1,5% d'augmentation de la consommation d'électricité par an. Et sur la région parisienne, on n'a pas beaucoup d'unités de production. Donc on peut tout à fait envisager, et aujourd'hui, c'est un petit peu le scénario dominant, c'est que le site de Porcheville ne soit pas abandonné, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on y mette dessus une unité de production qui aura, je dirais, un rendement et un rendement économique et un rendement environnemental, parce que c'est un élément qu'on prend aussi en considération, qui soit différent de l'actuel. Hein. Voilà un petit peu les éléments. Mais ne pas perdre de vue que nous sommes une entreprise industrielle et commerciale, même si notre actionnaire principal est l'État, et que derrière les décisions qui seront prises, il y aura aussi une réalité économique. La problématique, c'est ce que je disais, c'est qu'on est sur des temps qui sont longs, et les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de dans 4-5 ans. Néanmoins, à un moment donné, il faudra prendre une décision et s'y tenir. Mais disons que la probabilité que le site de Porcheville soit complètement abandonné, aujourd'hui, est très très faible, et n'est pas pertinent. Après, vous dire aujourd'hui, voilà, ça va être un combiné gaz, ça va être telle ou telle chose, c'est difficile. Mais je pense que les recherches vont à comment utiliser de façon pertinente le site de Porcheville. Merci, Monsieur Galland. Il y avait une autre question, Monsieur Vignier. Je vous donne mon micro. Alors, je ne sais pas si c'est à vous ou si c'était le groupe d'avant, mais je ne voudrais pas qu'on finisse la plénière en pensant que toute la démarche de la transition énergétique, c'est que la ville. Et on n'a pas passé le message, notre territoire, c'est aussi un territoire rural.
Et le fait que le parc naturel du Vexin soit rentré d'ailleurs dans Synergy Lab montre que la ruralité a toute son importance sur notre territoire et que, c'est peut-être là ma question, en termes on ne peut pas traiter la ville, la réhabilitation, l'énergie de la ville, comme on va traiter dans un contexte d'une charge environnementale, d'une charte environnementale dans le parc du Vexin. Et donc, faire les économies d'énergie, la transition énergétique, elle se traite pas de la même façon. Quand il faut garder l'aspect extérieur d'une maison, eh bien, vous n'avez pas les mêmes pratiques. Donc, il faut inventer peut-être des tuiles intelligentes qui fabriquent de l'énergie. Il faut peut-être, je ne sais pas. Est-ce que dans votre démarche, la partie rurale est un élément important de cette transition énergétique? Et est-ce que justement la mixité énergétique, le rapprochement par rapport à l'habitat, dans le rural, ça peut être des stations, je dirais, mixtes. Alors, c'est vrai que chez nous, l'éolien n'est pas favorable, mais est-ce qu'il peut y avoir des grandes centrales mixtes proches d'un village et qui fait une partie de l'énergie? Alors c'est vrai que la ruralité, il faut en tenir compte. Si on regarde de près, le programme Habiter mieux va s'adresser en grande partie pour la rénovation de maisons dans le monde rural. Mais c'est vrai que dans il y a certaines réflexions, notamment je pense au réseau de chaleur, où il y aurait des mini-réseaux de chaleur qui pourraient comment dirais-je, exister. Derrière, il y a toujours cette notion de rentabilité économique. Donc aujourd'hui, sur la ruralité, on va plutôt être sur le bâti, essayer d'avoir des maisons, certes, qui peuvent produire de l'énergie, comme vous l'avez dit, à travers des tuiles, de manière à ce que ce soit des maisons à énergie positive, mais aussi sur l'existant, avoir tout un travail de rénovation énergétique pour qu'il n'y ait plus de déperdition, pour qu'il y ait une optimisation de, comment dirais-je, de la consommation énergétique. Et il y a un autre élément, et vous l'avez cité dans votre introduction, qui est très très important, c'est l'individu, l'humain. On s'aperçoit qu'on a construit des immeubles de bureaux qui sont extrêmement sophistiqués, avec toutes les dernières techniques. Et en effet, les économies d'énergie ou la consommation énergétique, la facture énergétique n'est pas au rendez-vous parce que l'individu soit n'a pas été sensibilisé, soit n'est pas formé, ou soit c'est la nature humaine. Je veux dire, on a pendant quelques mois de bons réflexes, de comportement, et puis après, on se laisse aller. Et je veux dire que la transition énergétique, dans son aspect, je dirais, individuel, passe par justement des changements de comportement, des formations des individus. Et ça, c'est un travail de très très longue haleine qu'il faudra à chaque fois reprendre et refaire. Et c'est un élément à prendre en considération de façon très très forte, notamment dans le cadre de la précarité énergétique. Monsieur Mouly, éventuellement, pour compléter? Oui, je partage ce qui vient de dire, évidemment, mais pour compléter, de toute façon, la ville ne réglera pas son problème sans la campagne, pour faire cette dualité qui, à mon avis, a assez peu de sens. Mais la ville, c'est en Europe 75% de la population, enfin les urbains, c'est 75% de la population. Dans le monde, un peu moins de 50%, et c'est 60% de la consommation d'énergie. Une ville comme Paris importe, je crois, plus de 90% de son énergie. Donc la problématique énergétique de la ville et la transition énergétique dans la ville ne peut pas s'opérer en cloisonnant la problématique. C'est simplement pour compléter ce qui vient d'être. Donc la ville a besoin de la campagne pour produire son énergie, le lien entre sa biomasse, par exemple. Il y a un véritable, on parlait beaucoup de réseau biomasse tout à l'heure. C'est certes très vertueux dans la mesure où la filière biomasse est bien organisée et assure un approvisionnement de moyen ou long terme. Ce qui est né, on peut le partager, parce que les deux grands acteurs de la biomasse sont quasiment en face de vous. Il y a un vrai problème d'organisation de la filière biomasse, qui peut être un relais économique pour le monde rural, la forêt, l'industrie du bois, l'industrie de transformation, important, mais il y a une désorganisation de la filière qui cause un gros problème. Il y a énormément de relais de croissance
ruraux, entre guillemets. J'aime pas beaucoup, alors je sais pas si mon accent m'a trahi ou pas, mais je viens quand même d'une région où le bon sens paysan et la campagne est très présente tout autour de moi. Il y a un vrai rôle du monde rural à jouer dans la transition énergétique. Alors il est pris en compte dans ce qui vient d'être donné, mais c'est aussi souvent le lieu de la production des ENR. Le monde rural, un peu moins de celui des énergies de récupération, mais énormément, quasi essentiellement, de celui des ENR. Donc le monde rural, le citoyen rural, l'élu rural est un des acteurs centraux de la transition énergétique, et aussi pour celui de la ville d'ailleurs. Donc les élus urbains ont besoin des élus ruraux qui sont peut-être représentés dans la salle. Moi je trouve l'endroit encore très très urbain. Merci beaucoup messieurs, merci pour cet échange.